Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui aurait indiqué à Laurent Blanc de ne pas faire un 3-5-2 contre City. Alors pour ce premier épisode football, j'accueille deux invités. Le premier est un petit peu le bricoleur, il connaît tous les championnats, il connaît tous les sujets, analyse, débat, c'est notre métronome, c'est un peu notre Yohan Mikou à nous. Aurélien, bonjour. Bonjour Simon, et quelle belle présentation. Jamais j'aurais osé faire la même chose sur moi. Bah, écoute, c'était un plaisir. Mon deuxième invité, lui, est directement concerné par le sujet d'aujourd'hui, supporter du FC Barcelone. Vous l'entendrez aussi dans les épisodes rugby. C'est un petit peu, on va dire, mon premier centre si je suis le demi d'ouverture. J'accueille Pierre. Bonjour Pierre. Et salut à tous les amis. Non, c'est pas David Lafarge Pokémon, c'est Pierre. Voilà, aujourd'hui on va parler du FC Barcelone. On va essayer de garder le sourire malgré tout. On va essayer. Je te garantis rien. Messieurs, tout d'abord, est-ce que ça va ? Pas ma foi, on fait aller. J'ai la grisaille parisienne qui m'accompagne derrière votre accent chantant. Ah, oui. Et Pierre ? Oui, il y a du positif malgré tout cette semaine en Ligue des Champions. On a quand même réussi à gagner malgré tout contre le Dynamo Kiev. On s'est défait de l'ogre ukrainien. Donc il y a quand même du positif malgré l'intérim de Sergi Bergouin. On va essayer de remettre le club sur les rails, on espère. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Donc comme nos invités l'ont expliqué, on va parler du FC Barcelone avec un joli titre. Va-t-il vers un scénario catalan, évidemment. Il fallait faire une petite blague pour commencer. On aura deux sujets pour traiter du club catalan. Et on va commencer avec les résultats sportifs. Car le FC Barcelone, Aurélien, ce n'est plus le Grand Barça. Bah non, actuellement, quand même, en étant 9ème de Liga à quasiment un bon quart du championnat, je pense que Barcelone n'a jamais... dans son histoire récente, a réalisé très peu de débuts de saison aussi cataclysmiques. Et le problème, c'est que... comment il est cataclysmique partout. Je pense que de toute façon on va le préciser et on va surtout on va l'expliciter, c'est que il n'y a pas que sur le terrain que ça coince, il y a en dehors et en fait c'est ça aussi, c'est qu'un club quand il va mal tout en haut, ça se répercute aussi tout en bas, donc sur le terrain. Effectivement, Pierre, quelque chose à rajouter ? Bah, c'est vrai que voir le Barça à cette période de l'année à la 9ème place, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir. Forcément, c'est le Barça qui a quand même dominé le football en championnat, en tout cas pendant les 10 dernières années en Espagne, souvent dans les premiers plans. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que, ok, le Barça est 9ème, mais la situation peut se renverser assez rapidement, puisque, en termes comptables, on est à 16 points. Pour le top 3 en Espagne, pour l'instant ils sont à 24, mais pour l'instant la plupart des clubs ont un match d'avance, ou du moins le FC Barcelone a toujours un match en retard, donc la situation peut s'inverser assez rapidement, sachant que c'est toujours le cas en Espagne chaque année, plus ou moins le Barça, le Real ou l'Atlético ont des périodes creuses, souvent qui coïncident avec les matchs de Ligue des Champions à cause des blessures. C'est loin d'être joué en tout cas pour l'instant, mais c'est vrai qu'il va falloir redresser la barre et vite. C'est vrai qu'en plus le parcours national a toujours été un petit peu le moyen de sauver les meubles dans les saisons les moins positives des dernières années. Depuis 2015, il y a quand même eu quelques titres, 2015, 2016, 2018, 2019, mais déjà l'an dernier, pour la première fois depuis, je crois, le titre de Valenciennes, c'était au début des années 2000, le FC Barcelone faisait au moins deuxième. Là, en plus des mauvais résultats en Coupe d'Europe, la Liga n'est même plus remportée, on va dire, systématiquement par les hommes, j'allais dire de Ronald Koeman, mais non, puisqu'il a été limogé par les joueurs catalans. Mais il y a aussi, et c'est peut-être là le plus problématique, et c'est là que le problème des résultats actuels a commencé,
Aurélien, c'est les parcours en Ligue des Champions qui sont progressivement de plus en plus mauvais. Mais en fait, parfois il y a il y a des choses. C'est vrai que tout le monde retient la remontada face au PSG, mais en fait derrière, c'est que même si on considère des quarts ou des demi-finales de Ligue des Champions comme des bons résultats, puisque je pense par exemple que plusieurs clubs français accepteraient volontiers d'aller jusqu'en quart. En fait, il y a cette manière de se faire éliminer. Par exemple, 2018, ça s'arrête en quart contre l'AS Roma. Et donc il y a cette défaite 3-0, si je me trompe pas. C'est ça. Cette défaite 3-0, surtout que voilà, je me rappelle, j'étais la tête du défenseur grec Manolas. De Manolas, alors qu'il était fautif sur le 4e but catalan au match aller, il me semble. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a une petite histoire assez belle là-dessus, et on le voit d'ailleurs quand il marque, il exulte. Il y a cette demi-finale perdue contre Liverpool alors qu'il y a eu le 3-0 à l'aller. Après, c'était aussi un 3-0 en trompe-l'œil. Il faut pas se dire que c'est Liverpool qui avait vendangé un maximum aussi. Et c'était un 3-0 très 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 dur pour le premier club de la Mersey, même si donc s'il y a des supporters d'Everton qui vont nous écouter, ça va pas faire plaisir. Et bien sûr, on l'évoquera plus tard, le cas Ousmane Dembélé qui aurait pu mettre ce 4-0 qui aurait tout changé, mais quand même. Et en fait, et il y a déjà en fait le pire c'est vraiment cette année, c'est l'année 2020 avec l'année du 8-2 contre le Bayern, et en fait là où on voit que ça va pas mieux, c'est cette année ils ont encore rencontré le Bayern et ils sont encore fait rouler dessus quoi. Ouais, après tout le monde se fait un peu rouler dessus par le Bayern aussi, hein, mais bon. C'est vrai. Mais disons quand tu t'appelles Benfica, tu as entre guillemets le droit de te faire un peu rouler dessus. Quand tu t'appelles Porto, il me semble, il s'était pris si c'est eux, c'était pris 5-0 il me semble, alors qu'il y avait eu 1-1 à l'aller. Mais quand tu t'appelles Barcelone et que t'es parce qu'on parle bien sûr en fait c'est surtout il faut focaliser sur l'histoire récente, parce que si on prend les Ligues des Champions de Barcelone, elles sont vraiment à partir de 2006, puisque sinon l'unique Ligue des Champions c'est remportée par Cruyff en 92, voilà, je voulais pas me tromper. Contre la Sampdoria d'ailleurs. Et oui, on a un ami Doriano, s'il nous écoute, il nous dira toujours qu'il n'y avait pas faute sur le coup franc de Ronald Koeman d'ailleurs. On l'embrasse. Il est en guerre actuellement. Après, pour revenir sur ce que disait Pierre, effectivement, tu peux perdre des matchs sévèrement contre des grandes équipes, mais en prendre 8, c'est quand même énorme, et puis tu as réitéré cette contre-performance. C'est là que le Barça est inquiétant. Et messieurs, en préparation de cette émission, on a fait une remarque, c'est que l'un des chaînons problématiques du club, c'est peut-être son effectif incohérent. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toutes les branlées qu'on s'est pris sur les dernières années en Ligue des Champions, il y a des joueurs qui sont récurrents. Je pense aux vieux fossiles du club qui ont fait par le passé la grande histoire du Barça. Je pense à Busquets, Piqué, des joueurs comme Jordi Alba, enfin tous ces gens-là qui sont d'anciennes légendes et des vraies légendes du Barça qui sont indéboulonnables à leur poste alors qu'ils ont des performances ou des formes physiques qui sont de moins en moins satisfaisantes. Et on s'enferme aussi toujours dans ces espèces de scénarios où même si on a fait un bon match à l'aller, au match retour on commence à prendre peur parce qu'on pense au match d'avant, au match des saisons précédentes, et petit à petit on est en train de rentrer dans le même état d'esprit que celui du PSG, j'ai l'impression. C'est-à-dire on enchaîne les contre-performances sur les matchs retour, et donc on a l'impression qu'on ne peut plus avoir de victoire certaine. Toujours, il y aura ce doute, la possibilité de voir l'adversaire revenir, même quand on gagne, même quand on a marqué 3-4 buts au match aller, c'est même plus une assurance pour gagner le match et se qualifier, quoi. Ouais, je trouve d'ailleurs le parallèle que fait avec le Paris Saint-Germain de Pierre très intéressant, c'est que c'est vrai, c'était
c'était vraiment Barcelone en plus qui était l'année de la remontada. C'était vraiment eux qui avaient instigé cette peur, qui avaient tout fait aussi bien dans le discours des joueurs que dans le discours de l'entraîneur, du président. Même la presse catalane avait tout fait pour dire de toute façon nous on va arriver et on va tout renverser. Et c'est vrai que maintenant, avoir été finalement les premiers à remonter 4 buts d'écart, bah finalement, ils ont été aussi les instigateurs de on peut remonter 4 buts d'écart, donc ça peut aussi. Il y a eu un changement mental par rapport au résultat du match aller, quoi, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on le disait, le Barça fait quand même des bons résultats en Ligue des Champions et même en championnat. Et peut-être qu'au début, le problème, il était mental. Malheureusement, depuis au moins 2 saisons, le sportif, le talent et la tactique est venu accompagner ce problème mental. Bah, t'as eu le cas Ernesto Valverde. C'est vrai qu'il était pas qui avait fait des bonnes choses à Bilbao, mais bon, c'est pas parce que Bilbao, même si c'est, je pense que tu as quand même une certaine pression déjà. Tu es obligé de recruter que des Basques. C'est vrai. Ça mériterait, mais une thèse, un doctorat, enfin quoi au caisse, parce que c'est tellement improbable ce qu'ils arrivent à faire depuis la création d'ailleurs du championnat espagnol, parce qu'ils font partie des 3 seuls clubs à ne jamais être descendus, alors qu'on s'appelle les 2 autres, c'est le Barcelone et le Real. On a dit bon bah le Real à coup de milliers, de millions, de milliards, ça dépendra à mon avis des décennies et des années, donc arrive toujours à se maintenir, mais ce cap de Bilbao à garder toujours les Basques, bon, mais voilà. Mais bon, je m'égare. Je pense que, tu vois, par exemple, l'entraîneur qui pouvait vraiment faire quelque chose, c'était Quique Setién, qui avait montré de très belles choses au Betis Séville. Mais là encore, là je pense qu'on peut revenir sur plutôt l'effectif incohérent, où c'est dur d'arriver en plein milieu de la saison, ne pas avoir un effectif en plus qui était franchement moyen, donc difficile de mettre quelque chose. Malheureusement, bon bah on a vu que ça malheureusement ça n'a pas suffi, et d'ailleurs actuellement Setién ne veut absolument pas revenir dans le monde du football tellement il a été éreinté par la mécanique barcelonaise. Disons que Setién, il a été recruté parce que au niveau du jeu, il pouvait correspondre à ce qu'on attend du côté de Barcelone. Le problème, c'est peut-être qu'il y a aussi une gestion des égos dont il n'est pas spécialiste, et cette composante a été, on va dire, un ouragan pour lui. On est au courant que Messi n'acceptait pas du tout son arrivée, il n'était pas convaincu. On sait que quand même, il y avait encore, à l'époque de Messi, quelques cadres du Grand Barça. Est-ce que ça peut jouer dans ces résultats, Pierre, l'ambiance au sein du vestiaire, le fait qu'un entraîneur n'ait absolument pas convaincu les cadres? C'est quelque chose qu'on voit, et pas uniquement au Barça en soi, hein, mais on dit souvent que le coach tient uniquement par son soutien dans le vestiaire. Souvent, on pense que le coach se fait virer parce que les résultats sont pas assez bons, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne relation avec le président, ou qu'il n'y a pas une bonne relation avec les supporters. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est que généralement, au moment où le coach finit par s'en aller, c'est que la relation est brisée avec les cadres du vestiaire et avec les joueurs en général. C'est quelque chose qui s'est vérifié dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'autres clubs et en manière générale. Un coach qui s'en va, c'est qu'il a commencé à subir des critiques au sein de son effectif, et souvent c'est le baiser de la mort qui vient du capitaine et qui lâche complètement son entraîneur, quoi. Donc forcément, s'il n'y a pas de liaison entre le coach et ses joueurs, c'est compliqué, quoi. Surtout quand tu veux mettre en place du jeu, oui, si les mecs ont décidé de jouer comme ils en ont envie et pas comme le coach en a envie, là tout de suite c'est foutu, quoi. C'est foutu.
Et c'est dommage, hein, parce que je pense que Sétienne avait vraiment, en étant plutôt, j'aime bien le Barça, surtout pour Johan Cruyff. Il y a quand même une partie de moi qui a mal de voir ce club dans cette panade. Il y a un truc intéressant, puisqu'on parle de Sétienne. Effectivement, je pense aussi, comme Aurélien, qu'il aurait pu apporter une patte et un jeu qui aurait permis au Barça de jouer la victoire finale, par exemple, en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que le problème aussi, notamment pour Sétienne, peut-être aussi par héritage de ceux qui sont passés avant, est-ce qu'il n'a pas eu aussi des recrues qui ne correspondaient pas du tout à sa tactique, à son jeu, à ses principes? Déjà, il arrive en décembre 2020, donc il a aucune recrue, quoi. Ouais, c'est ça. Il a pas pu préparer, il a pas fait un seul mercato avec la direction, quoi. Et ce précédent ne lui correspondait pas du tout, donc est-ce que sa nomination au final n'a pas été une fausse bonne idée? Elle s'est transformée en fausse bonne idée, mais elle avait tout pour être bien, quoi. C'est toujours difficile pour un coach de rejoindre une équipe justement à l'hiver comme ça, sans réellement pouvoir préparer son mercato, quand on sait surtout la relation qu'il y a entre certains joueurs et leur entraîneur, qui ont souvent tendance soit à se suivre, soit à essayer de se retrouver dans d'autres endroits. Je pense surtout que en ayant entraîné le Betis, on aurait peut-être pu voir des joueurs du Betis arriver à Barcelone dans les valises de Sétienne. Justement rejoindre déjà un club qui est en crise comme le FC Barcelone, parce qu'à l'époque déjà on avait déjà certains indices sur la gestion de Bartomeu et la catastrophe qui allait venir. Rejoindre un club à cette période-là de l'année sans avoir de garantie par rapport à un mercato ou de recrues, c'est se jeter dans la gueule du loup pour un coach un peu, hein. Et je veux bien qu'il ait des qui fasse payer ses torts au monde du football, qui Sétienne, mais quand tu rejoins un club à ce moment-là, sans aucune garantie, et que tu y vas juste parce que c'est le grand Barça qui t'appelle, à un moment donné, c'est toi qui y vas aussi, quoi, hein. T'as ta part de responsabilité. Oui, c'est sûr que les arrivées hivernales sont jamais les meilleures. Après, ça peut marcher, on peut faire un parallèle avec Sampaoli. On lui a accordé de la patience, et même si c'est pas parfait, ce début de saison est plutôt convaincant. Il y a aussi peut-être, attention, dans notre discussion, une impression qui s'installe, c'est que la faute viendrait que des entraîneurs. Il y a aussi des comportements de la part des joueurs, des performances qui n'allaient pas. Aurélien, on a vu beaucoup de joueurs passer depuis le dernier titre en Ligue des Champions, des grands comme Griezmann, et paradoxalement aucun d'entre eux n'a su réitérer les performances qu'on lui connaissait dans le club, on va dire, de provenance. Oui, non, mais c'est sûr. En plus, en fait, il pourrait même avoir un cas. On pourrait faire le cas des Français du FC Barcelone. Passons déjà sur le recrutement, parce que là, je regardais sur qui aurait pu arriver, qui n'était pas arrivé en année 2020 et tout. Donc je pense à par exemple l'arrivée de Jean-Claire Todibo, donc qui a même pas eu, qui avait fait quelques matchs d'ailleurs, plutôt intéressants. Et quand on songe aux performances d'un Clément Langlais, lui, il a dû se passer quelque chose dans sa tête, parce que quand on a vu que le mec avait réussi à passer de Nancy à Séville, au FC Barcelone, à l'équipe de France, en étant plutôt régulier, en étant sur une belle progression, et maintenant il fait des erreurs où même en division 5 amateur, on ne voit pas ça. Tu ne baisses pas la tête sur un centre venant de ton côté. Il y a ça. On parlait du cas Griezmann, qui finalement en termes de statistiques est pas trop mauvais, où on peut, on va dire, ce serait une moyenne basse de Griezmann quand il arrive dans ses clubs. Et il y a surtout en fait Ousmane Dembélé, qui est en train de choper le trophée Abu Dhabi mélangé à Johan Gourcuff, parce que il y a le mental et le physique, tout lâche. Il nous fait des super matchs, il nous fait des super prestations, aussi bien en championnat, sous le maillot de l'équipe de France, mais le mec derrière, il y a forcément une élongation, un adducteur qui siffle,
ou voir un muscle dont tout le monde, personne ne connaissait l'existence, qui arrive à se claquer. Donc ça, il y a ce côté-là. Il y a aussi, je vois des quand je vois certains manques. Par exemple, je pense, donc on parlait du cas Jordi Alba. Jordi Alba qui est certes, c'était le meilleur ami de Messi et son meilleur pourvoyeur de ballon avec Dani Alves. Mais quand je vois comment un Marc Cucurella, qui a été complètement zappé, oublié, alors que c'était devenu une des valeurs sûres de la Liga, a été vendu, et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les solutions existent, elles existent encore plus en interne, et derrière t'en fais rien. C'est malheureux, quoi. Et on passe sur les transferts douteux. Miralem Pjanic, 60 millions. Voilà, et Arthur de l'autre côté. Je vois aussi Trincao qui a été recruté pour 31 millions et qui finalement qui faisait des bonnes entrées et qui finalement est en prêt à Wolverhampton, si je ne me trompe pas. C'est le problème, c'est que on pourrait faire des pages et des pages de littérature sur toutes les erreurs qui ont été commises par la direction barcelonaise. Après, tu as pointé quelque chose que je voulais aborder. Tu as parlé de Jordi Alba. Est-ce que dans la transformation de l'effectif, il n'aurait pas été nécessaire de se séparer, on va dire, de son histoire et de certains cadres? Je m'explique. Quand on voit le Barça cette année, alors quand l'adversaire n'est pas favori, le Barça garde la possession du ballon, peut gagner ses matchs, être dangereux, mais dès que l'adversité est plus intense, plus notable, on voit une équipe qui ne sait plus jouer, à l'image de Busquets, qui en sélection remporte le titre de meilleur joueur du Final Four en Ligue des Nations. Et en club, il y a une scène qui me revient contre le Benfica, si je me trompe pas, il semblait perdu. Cette équipe ne sait pas, on va dire, subir. Est-ce que justement de garder des cadres, je pense à Piqué notamment, peut-être pas Messi non plus, parce que faut pas déconner, mais quand on voit leur performance et la philosophie de jeu qu'ils ont par rapport au renfort, est-ce que le problème, il vient pas aussi d'ici? Le souci, c'est qu'on a un effectif qui est en rotation constante au Barça aujourd'hui. S'ils ont du mal à se trouver entre eux et à mettre en place le jeu au ballon, le tiki-taka, comme on l'appelle parfois, qui a fait la force pendant des décennies du Barça, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les stats en Liga, par exemple, parce que c'est la stat que j'ai trouvée, il y a seulement 3 joueurs qui ont participé à toutes les rencontres. Il n'y a que 3 joueurs, et parmi eux, je parle même pas, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait encore un gardien, même pas. C'est-à-dire que dans les 3 joueurs qui ont joué toutes les rencontres du Barça en Liga, il y a Memphis, Busquets et Serginho Dest. Le reste, c'est que des mecs qui ont pris soit des matchs par-ci par-là, soit des remplacements de blessures, soit des choses comme ça. Donc après, c'est compliqué de mettre en place un jeu fluide et un jeu de passe et de contrôle du ballon quand on a une rotation d'effectifs qui est aussi énorme. Et puis on parle aussi des cadres qui sont de plus en plus poussés vers la sortie aujourd'hui, parce que bon, on a toujours des matchs où il y a des mecs comme Busquets qui finissent par jouer, ou Piqué, Alba et tout le tintouin, mais bon, dans l'autre sens, on a des jeunes qui arrivent sur le devant de la scène et qui vont les pousser, je l'espère, qui vont les pousser vers la sortie. Et on peut penser à Pedri, Gavi et Nico sur le milieu de terrain, qui sont pas loin de mériter de jouer plus que des mecs comme Sergio Busquets par exemple. Puis par exemple, on a aussi Serginho Dest qui met progressivement Jordi Alba sur le banc. Bon, on peut parler peut-être d'une année de transition, je pense, puisque c'est l'année de début de énormément de jeunes qui sont considérés comme étant des pépites ou des futurs talents du football. C'est une année de transition et il faudra voir par la suite. Mais clairement, cette année, je ne sais pas si on va pouvoir en attendre beaucoup, parce que il y a des difficultés intrinsèques à l'effectif qui sont tellement énormes que on ne sait pas si on va réussir à les surmonter. Si déjà on arrive à agripper le trio de tête, ça sera bien.
je l'espère. On verra a priori avec le mercato de l'hiver, mais c'est sûr que si on fait les mêmes erreurs que par le passé au niveau des transferts en faisant des paris et des transferts un peu hasardeux, ça risque d'être compliqué quoi. Non, et surtout, tu vois, tu parlais, tu étais étonné de voir qu'un gardien, qu'il n'y avait pas un gardien qui avait disputé toutes les rencontres de cette année, mais qu'en fait aussi quand tu vois le niveau de Ter Stegen, qui était Oui. franchement, moment en Allemagne, beaucoup demandaient à ce que Ter Stegen remplace Manuel Neuer. Maintenant, c'est limite, ils sont contents d'appeler l'ex-gardien du PSG là. Kevin Trapp. Voilà, ils appellent Kevin Trapp parce qu'ils savent très bien que Ter Stegen actuellement ça vaut pas un copec. Donc t'as ça, t'as aussi toi tu disais mais faire table rase du passé, c'est pas forcément évident pour un club comme Barcelone, surtout quand tu regardes les finances, parce que ça se tient aussi à ça. Cette année, c'est sur plusieurs conférences de presse, Juan Laporta a dit qu'il y avait plus de 1000 milliards d'euros de dettes, si je me trompe pas. Oui. Oui, c'est à peu près ça, oui. Voilà, il y a ça. Et en fait, ça implique quoi ces 1000 milliards de dettes? C'est que tu ne peux pas te permettre une saison de transition à Marseille, même si c'était le cas, parce que tu l'as évoqué aussi, Simon. Donner du temps à Sampaoli, il y avait pas de souci. Il y avait cette acceptation de ne pas être dans les places européennes, même si ça fait un peu mal. Il y avait moyen, mais surtout en fait il y a surtout un directeur sportif intelligent, et c'est aussi ce qui manque sûrement à Barcelone, mais avec 1000 milliards de dettes, t'as envie de pousser jusqu'au bout des Busquets, des Alba, pour voir de les essorer, pour dire mais au moins si je chope la Ligue des Champions, ok, on va être mauvais, on va mal représenter l'Espagne, on va être un poids pour le coefficient UEFA, mais au moins j'ai réussi un peu à choper cet argent qui me fait cruellement défaut. Justement, c'est intéressant, du coup, messieurs, pour cette saison, pour la suite, on rappelle que Ronald Koeman vient d'être limogé, que le club s'active pour trouver son remplaçant, on parle notamment de Xavi. Qu'est-ce qu'il faut viser comme objectif cette année pour le FC Barcelone? Est-ce qu'il faut accepter d'aller peut-être vers une saison sans Ligue des Champions? Est-ce qu'il faut absolument l'accrocher? Et surtout, le choix de Xavi, qui semble être la priorité de Laporta, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon entraîneur? On sait que il est probablement nécessaire de retourner vers un jeu de possession, assez latéral, et de fatiguer l'adversaire à force de conserver le ballon. Mais est-ce que c'est le moment de tenter alors pas un novice il entraîne dans les Émirats, dans les pays du Golfe, pardon, mais est-ce que, avec la situation actuelle, prendre un entraîneur assez inexpérimenté, c'est le bon choix? Bah après, on a vu que expérimenté ou pas expérimenté, parce que pour moi, Koeman reste quelqu'un de très expérimenté, surtout dans la reconstruction. On l'a vu avec les Pays-Bas où en un an, il t'avait transformé ce pays qui n'avait pas réussi à se qualifier ni pour la Coupe du Monde ni pour l'Euro. Il me semble. Il me semble aussi, oui. En véritable en véritable outsider de l'Euro 2020. Bon, malheureusement, l'Euro 2020 s'est passé en 2021. Lui, il a fait l'erreur funeste de choisir Barcelone. Mais ce bâtisseur pouvait être Ronald Koeman. Même si, on va dire que son expérience de sélectionneur a pu le remettre un peu en selle, parce que finalement Koeman, sa première expérience espagnole à Valence, c'est vraiment c'est absolument pas ça. Je pense que tu peux demander à beaucoup de supporters valenciens, ils le considèrent comme le pire coach de leurs 20 dernières années, où en plus il avait essayé de mettre sur la touche
d'ailleurs des stars vieillissantes comme Canizares, comme il y avait Joachim, il me semble aussi à l'époque. Oui. Joachim qui devait avoir juste 42 ans et demi, maintenant qu'il en a 62, mais il est toujours aussi bon. C'était pour la petite diag. Donc il les avait mis sur le côté, il avait mis Canizares sur le banc à la place de Timo Hildebrandt. Et en fait, finalement, les mecs qui avaient réussi un peu à sauver la saison, c'était ces deux mecs-là, donc c'était assez drôle. Mais sinon, la carrière de Koeman est surtout faite de haut et de bas, où ça avait bien fonctionné à Feyenoord. Je voudrais pas dire de bêtises, puisque j'ai un doute entre Barcelone et non, c'est bien à Feyenoord. Je pensais que c'était l'Alkmaar, mais non, c'est bien ça. Donc Feyenoord, il était plutôt bon, mais un coach finalement que bon dans un club comme Feyenoord ou à Southampton, c'est pas non plus la panacée pour le FC Barcelone, parce que finalement, en fait, d'ailleurs, je l'avais éludé, mais son Everton, qui était aussi un gros défi, dans le sens où ça a toujours flirté avec les places européennes, voire les places de Ligue des Champions. Il était censé arriver pour mettre le deuxième club de Liverpool régulièrement dans les places européennes, voire atteindre le Big Four. Et ça, il l'avait raté. Donc c'est peut-être une erreur de casting, clairement. Après, il avait l'étiquette homme de la maison. Et ça, mine de rien, moi je voudrais faire un parallèle assez intéressant, c'est que Johan Cruyff est mort en 2016, et finalement, en fait, ses droits de regard ont souvent été salutaires. Par exemple, dans la fin des années 90, le FC Barcelone était aussi dans la panade. D'ailleurs, encore à cause, il y avait encore un coach hollandais, néerlandais dans l'histoire. Il y en a eu plusieurs. Et il y en a eu plusieurs, hein, mais et finalement, Johan Cruyff, c'est celui qui a tout fait pour faire venir Frank Rijkaard. Ouais, le premier, en celui qui a posé les bases. Hein. Voilà, exactement. Et mine de rien, ne plus avoir cette légende qui a souvent bien œuvré pour son club, ça pèse aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que depuis qu'il n'y a plus Johan Cruyff pour donner son avis, il n'y a plus vraiment de direction sportive au sein du club, quoi. Ça coïncide, hein. D'ailleurs, on en parlera. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur la direction. C'est vrai que c'est pas très clair. Je pense d'ailleurs que le vrai problème, ça a été la direction au Barça. Et on sent que mentalement, ça s'est propagé à tous les étages, dont le sportif et les joueurs. Maintenant, il va falloir corriger ça très vite, Pierre. Quand on est supporter, qu'est-ce qu'on attend pour la suite ? Quelles sont les priorités du projet court terme pour cette saison, par exemple, pour aller de l'avant ? À court terme, déjà, ça serait d'essayer de se rassurer en championnat, un peu comme on l'a toujours fait, parce que bon, pour l'instant, en Ligue des Champions, on est encore en vie, donc bon, pour l'instant, a priori, on devrait arriver à se qualifier. Reste à voir le match, les deux derniers matchs qui restent à jouer, mais bon, on reçoit le Benfica à la maison. On peut déjà faire une croix sur le match contre le Bayern à l'Allianz Arena. Mais déjà, oui, engranger des points en championnat, ça pourrait être déjà salutaire pour remettre l'équipe dans le bon sens. On parlait de Xavi, qui pourrait arriver incessamment sous peu. Alors on ne sait pas encore s'il arrive, déjà on n'a pas encore la certitude qu'il arrive. Certains disent que c'est fait, d'autres disent qu'il y a encore du travail. A priori la présentation ne devrait pas avoir lieu avant la semaine prochaine, donc avant au moins le 8 novembre. Donc ça veut dire qu'il sera absent pour la 13e journée de Liga. Il prendrait les rênes donc en Liga pour la réception et le derby de Barcelone contre l'Espagnol.
Donc déjà, ça serait d'essayer de remettre l'équipe dans le sens de la marche en championnat, puisqu'on a vu que c'était compliqué pour le Barça. Et c'est surtout, sans parler des résultats à purement en parler, c'est surtout en termes de performance que c'est catastrophique. Puisque bon, on en a connu des équipes qui ont fait des débuts de saison compliqués uniquement parce qu'il y avait de la difficulté face à la cage ou des erreurs qui te font perdre des points bêtement. Mais là, c'est plus au niveau du contenu et ça s'en ressent notamment au niveau du public, puisque le public barcelonais est quand même habitué à être nourri de justement ce football total et d'un football de qualité depuis des années. On le voit, puisque le week-end dernier contre Alavés, lors de la réception au Camp Nou, où il y avait la plus basse affluence depuis 2001, à savoir 37 000 fans présents au stade. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent être la cause de ce manque de soutien des supporters, mais clairement le fait que l'équipe se donne si peu pour le blason et après tout ce qu'on peut remarquer comme par exemple la méforme de Ter Stegen qui je crois a encaissé ses buts sur les 19 tirs cadrés, je crois que le Barça a concédé depuis le début de la saison, ça a fait 18 buts à concéder, donc c'est une statistique qui est catastrophique. Ter Stegen arrête quasiment rien aujourd'hui. Et devant, c'est pas mieux, puisqu'on a eu l'excellente idée de recruter le géant des Pays-Bas, Luc de Jong, un joli panic buy des familles sur la fin de saison, sur la fin du mercato, qui a été présenté comme une tourelle capable de marquer de la tête dans à peu près toutes les situations et qui au final est incapable de marquer ni avec sa tête ni avec ses pieds. Et je pense que même s'il utilisait ses mains, ça serait difficile. Donc voilà déjà le défi qui s'oppose à Xavi si jamais il rejoint le Barça, ça va être de faire marquer cette équipe. Puisque même dans les matchs qui avant devaient se solder par une manita pour le FC Barcelone, je pense notamment le match à Kiev par exemple, qui à une certaine époque aurait été le magnifique stade pad pour des mecs comme Lionel Messi ou Luis Suarez, et ben ça se solde par un pénible 1-0 grâce à Ansu Fati. Donc ça sera ce défi-là de ramener ce Barça-là qui a la confiance et qui arrive à aller défier justement ces petites équipes. Déjà, si on arrive à s'en sortir mieux contre ces petites équipes-là, on pourra espérer faire mieux contre les grosses, même si on s'attend pas à ce qu'on refasse un classico comme à la grande époque sur le terrain du Real Madrid. Voilà. Personnellement, je suis assez d'accord qu'il y a un problème devant, c'est terrible, à part Depay, aucun joueur ne te rassure. Alors il y a Ansu Fati qui revient de blessure, mais quand on voit par rapport au match à Kiev, il y a seulement 4 tirs cadrés pour le Barça, c'est trop peu. Kiev en a eu 3, notamment grâce à l'éternel Konoplyanka. Aujourd'hui, quitte à ne pas être bon devant, il faut retirer un élément, surtout que tu as voulu jouer dans des espèces de 3-5-2, parfois c'était un 3-4-3, solidifie ton milieu, parce que derrière, Piqué, qui est censé être le taulier, n'y arrive pas du tout. Eric Garcia, on se demande ce qu'il fait là, mais quand tu connais sa position dans la hiérarchie, lorsqu'il était à City, tu comprends plus vite. À Rojo, je serais moins sévère. L'anglais, il a disparu. Donc selon moi, il faut vraiment solidifier, avoir une assise, garder le ballon. Vraiment, il faut retrouver ce Barça qui garde le ballon, quitte à devenir ennuyeux pendant un moment, mais le manque de réalisme, il est flagrant. Et concernant le coach aussi, on en parlait avec Aurélien, il faut éviter de réitérer l'erreur de Quique Sétienne et Xavi, personnellement, je le ferai venir plus tard. Barjoan, faire l'intérim, ça sera compliqué, mais vaut mieux peut prendre pas une pointure, mais un entraîneur expérimenté qui est capable de rassembler les joueurs derrière lui et finir la saison du mieux possible.
et préparer l'arrivée de Xavi cet été. Tu prendrais qui du coup de disponible, hein? C'est compliqué. On sait qu'au Barça, tu peux pas prendre n'importe qui. Il y a pas beaucoup d'entraîneurs de standing disponibles. Peut-être aller chercher quelqu'un de la maison, alors pas quelqu'un comme Koeman, vraiment un profil qui correspond au jeu espagnol, parce que on parle souvent du jeu à la barcelonaise, mais c'est surtout un principe de formation qui s'est étendu sur tout le territoire espagnol. J'irai pas chercher quelqu'un comme Xavi. En plus, les supporters rêvent de le faire venir. Si c'est pour que ce soit une déception, tu vas juste t'attirer les foudres de tout le monde entre tes joueurs, tes supporters. Et on parle quand même d'un club qui est régi sous le système Socios. Donc Laporta n'a aucun intérêt à se planter avec une légende du club. Et pour moi, il faut aller chercher quelqu'un un expérimenté qui va au moins solidifier cette équipe et remettre le mental en avant, parce que là c'est pas possible de continuer avec ces principes et ce manque de confiance criant. Toi Aurélien, tu le vois comment le futur du Barça dans les prochains mois? Un peu comme toi, c'est-à-dire que pour moi, enfin, sauf sur l'entraîneur, je laisserais Sergi sur le banc, finir l'année, finir avec le matériel qu'il a. D'ailleurs, enfin, on a évoqué le cas de Luc de Jong. Pour suivre la carrière du joueur depuis ses débuts, ça sentait complètement, mais vraiment le flop. Enfin, un mec qui arrive, un grand attaquant en taille, qui arrive pas à s'imposer en Allemagne, mine de rien, on parle quand même d'un championnat qui fait marquer 30 buts par an, Anthony Modeste, qui a de grandes qualités d'attaquant, mais qui est pas non plus... Qui reste un attaquant au niveau modeste. Voilà, c'est ça, qui est pas le bomber ultime. Voilà. Tu sens qu'il y a du décalage parce que Pierre il a tes blagues après. Donc il y avait tout. Le mec a raté à Mönchengladbach, il est allé à Newcastle, il s'est raté. Les seules fois où il s'est pas raté, c'est quand il est resté dans le championnat néerlandais. Et attention, hein, j'aurais aimé être une star dans le championnat néerlandais, mais ça suffit pas pour être une star dans le championnat allemand, anglais et bien sûr espagnol, parce que finalement quand on regarde vraiment les buts de Jong avec Séville, c'est pas mal en Ligue Europa, où bah forcément quand tu joues des plus petites équipes c'est plus simple. Et d'ailleurs si tu regardes en fait Braithwaite a les mêmes comment dire, a les mêmes stats sur ces 2 ans, enfin sur son année et demie à Barcelone que Luc de Jong, sachant que Luc de Jong avait joué un petit peu plus de matchs. Enfin, il était même précieux, Braithwaite, il s'en sortait plutôt bien. Oui, mais voilà, je diverge un peu. Voilà, c'est ça pour. Mais sinon, Sergi, il a rien à perdre. En plus, c'est un ancien de la maison. Il a quand même fait 9 ans au club en tant que joueur. C'est un international espagnol, enfin un ancien international espagnol. Ok, son CV c'est pas le meilleur, mais le gars il a quand même vu un peu ce qui se passait au Barcelone, à la réserve barcelonaise, et faire voilà les 6 prochains mois au moins. Il connaît, il lance, il aura pas peur de lancer les jeunes qu'il connaît un peu. Je pense d'ailleurs au cas Youssouf Demir, qui a été lancé par Koeman, alors que à la base, ce petit Autrichien qui est considéré comme une vraie pépite, il devait vraiment être que pour la réserve barcelonaise. Mais bon, au moins, il peut lancer tout ça, il peut se baser là-dessus. Et au moins Xavi, quand il va arriver, déjà il va pas arriver dans la précipitation, parce que imagine qu'il va dire à ses anciens coéquipiers Jordi Alba, Sergi Busquets et consorts, ils vont leur dire bon les gars, c'est sympa ce que vous avez fait, mais je vais vous jeter Manu Militari.
ah mais attends, là il y a le match de Ligue des Champions, si on se casse, tu vas faire comment? Et là il peut se retrouver un peu complètement dans la panade, Xavi. Donc au moins, s'il arrive cet été, il saura qui allait choper. Et deuxième point, ça aussi, c'est que bon, c'est absolument sûr que Barcelone va aller mieux. Alors, je dis fictivement, financièrement. Pourquoi? Parce que Laporta parle souvent d'un gros prêt qui va être fait au FC Barcelone. Et malheureusement, l'adage qui dit qu'on prête corrige va sûrement se vérifier. Donc, ils vont avoir un gros prêt, ils vont pouvoir faire quelques emplettes et éviter de tenter, comme ils ont fait, que des joueurs en fin de contrat, où finalement, t'as que Memphis Depay qui donne satisfaction, mais qui franchement en aurait douté. Et finalement, Kun Agüero, on avait peur pour sa condition physique. Malheureusement, là, c'est la pire des choses qui vient de lui arriver avec cette arythmie cardiaque. Absent 3 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 3 mois. Et Eric Garcia, qui le mec était pas titulaire à Manchester City, qui est pourtant tenu par un Catalan. Quand tu le vois avec la sélection espagnole, tu t'arraches déjà les cheveux. Bon voilà, c'est vrai que le futur c'est Mingueza et Araujo. Va falloir que mieux vaut que Xavi travaille ces deux joueurs pendant un été que les envoyer au casse-pipe contre Benfica. Et d'ailleurs, attention, parce qu'ils ont perdu le match aller contre Benfica. Benfica est à 4 points, Barcelone 6. Grâce à 2 victoires contre le Dynamo Kiev, il va vraiment pas falloir qu'ils se ratent, parce que derrière ils vont devoir finir contre le Bayern Munich, alors que Benfica va devoir juste se coltiner le Dynamo Kiev. C'est une véritable finale ce match. C'est vraiment marche, c'est pas marche ou crève d'ailleurs, mais c'est vraiment ils peuvent absolument pas se rater. L'avantage est qu'on a presque sécurisé la 3e place au moins, quoi. C'est pas faux, mais justement, j'allais poser une question. Est-ce que être éliminé de Ligue des Champions ne serait pas bénéfique, pour le Barça et pouvoir se concentrer sur le championnat? On rappelle que ils ont 9 points de retard sur la Real Sociedad, qui a certes un match en plus, mais ils ont aussi 8 points de retard sur le Real Madrid et 6 sur l'Atlético, qui est actuellement le dernier qualifié en Ligue des Champions. Donc ça va très vite en Espagne. Hein. Ça peut aller très vite, mais justement, vu que ça peut aller très vite et que rien n'est perdu, est-ce que, Pierre, ils n'ont pas intérêt à faire un all-in sur la Liga? Déjà essayer de faire un all-in sur la Liga, oui, clairement, puisque dans le pire des cas, de toute façon, je pense qu'on gagnera pas la Ligue des Champions cette année. De manière réaliste, ça me paraît un peu loupé. Et sinon, dans le pire des cas, le pire du pire, ça serait, si jamais on était éliminé en Ligue des Champions, ça serait d'être reversé en Europa League, et pourquoi pas essayer d'aller la gagner pour être qualifié quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la gagner, cette Europa League? Ça, c'est la grande question. Bon, en tout cas, on peut dire qu'il y a du boulot. Ça va être très périlleux, très compliqué, mais rien n'est fini pour ce Barça. Messieurs, je vous invite à partir sur le deuxième axe de cette émission, la gestion financière et politique qu'on pourrait qualifier de dévastatrice. On va commencer pour faire le lien justement avec le sportif. On a parlé de quelques joueurs dans la première partie. On peut parler d'Antoine Griezmann. On a parlé d'Ousmane Dembélé, d'Arthur. Il y a eu des sommes astronomiques qui ont été dépensées et la plupart de ces joueurs ne sont même plus au Barça aujourd'hui. Aurélien,
le club a été suicidaire, on peut le dire, au niveau financier. C'est du suicide presque assisté, quoi. On l'a bien poussé dans les orties, hein. Non, ouais, en plus, enfin, quand tu penses, tu vois, j'évoquais le cas Trincao, mais il y a le cas André Gomes, il y a le cas Paco Alcacer. Paco Alcacer, il y a le cas Coutinho qui a réussi à gagner la Ligue des Champions en étriant d'ailleurs, tout en étant en prêt en Barcelone, enfin au Bayern de Munich, en étant prêté par Barcelone et en plus en marquant contre Barcelone. Enfin bref, il y a le Paulinho, Pjanic. Enfin bref, c'est terrible. C'est terrible, c'est la décadence presque en en un seul acte, en un seul et unique acte. Pierre, justement là-dessus, toi, avec tes yeux de supporter, on va rappeler quelques prix. André Gomes, 37 millions, Paco Alcacer, 30 millions, Samuel Umtiti, 25 millions, Malcolm, 41 millions, Arthur, 31, Arturo Vidal, 18 millions, qui on peut citer également Trincao, justement, 30 millions, Pjanic, 60 millions, Coutinho, c'est à peu près 80 millions, si je dis pas de bêtises. Comment on peut se tromper à ce point? Est-ce que, justement, parce que ces transferts sont intervenus lorsque les transferts, en tout cas le prix des transferts a explosé, est-ce que le Barça n'a pas été le dommage collatéral de ce phénomène? Et l'arrivée du Covid a accéléré le résultat. Je pense qu'au-delà des indemnités de transfert qui sont astronomiques et qui ont forcément mis le club un peu dans la merde, hein, pour parler de manière imagée, ce qui nous a vraiment mis dans le mal, c'est surtout les salaires qu'on a signés et dont aujourd'hui on n'arrive pas à se débarrasser. Il y a certains joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire au moment du Covid et merci à eux parce que ça c'est quand même ça a quand même été salutaire pour le club et c'est aussi honnête par rapport à leur performance globale qui est quand même assez basse comparé à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Mais aujourd'hui on se rend compte que par exemple Coutinho touche le deuxième plus gros salaire du club. On parle d'un mec qui, aujourd'hui, je sais même pas à qui on va le refourguer, Coutinho, hein. On espère le vendre peut-être à Newcastle. Franchement, au vu de son salaire, Coutinho, actuellement, je pense que à salaire, avec ses exigences salariales, personne ne le prendra, compte tenu de ses performances par rapport à son salaire. On rappelle, on peut citer aussi Ousmane Dembélé. On rappelle qu'il touche 21 millions à l'année, hein. Ouais, c'est ça. On a aussi Ousmane Dembélé qui prend 20 millions à l'année pour être à l'infirmerie. Samuel Umtiti, on ne sait pas trop où il est passé non plus. Bon, le point positif, c'est qu'on a un peu arrêté de signer des mecs avec des salaires aussi énormes. Après, est-ce que les transferts sont critiquables? Pour moi, il y a vraiment eu deux types de transferts sous Bartomeu. Il y a des transferts où on ne sait pas trop ce qu'on a voulu faire. Par exemple, pour ne citer que, oui, c'est vrai que quand on a signé André Gomes, des mecs comme ça, Jérémy Mathieu, bon, c'est des types, on sait pas trop ce qu'ils foutaient là. Mais après, à côté de ça, les gros transferts qu'on a fait et qu'on a cités précédemment, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, les trois derniers gros transferts qu'on a fait au Barça, c'est des mecs qui précédemment sortaient de saisons magnifiques avec leur club précédent. On signe, on signe Antoine Griezmann après la Coupe du Monde, où il a éclaboussé de son talent et d'une excellente saison aussi avec l'Atlético. Coutinho, à l'époque à Liverpool, c'était pas non plus le Coutinho que c'est aujourd'hui. Et Ousmane Dembélé, c'était un peu le Golden Boy que tout le monde comparait à l'époque avec. C'était l'espoir du foot français avant l'éclosion de Kylian Mbappé. Donc bon, c'est des transferts qui certes, avec du recul, paraissent comme étant ridicules
est complètement surévalué par rapport au rendement du joueur. Mais il faut penser qu'à l'époque où on a signé ces joueurs-là, tout le monde y croyait et tout le monde était persuadé que le Barça allait rouler sur tout le monde dans les années qui suivaient, quoi. C'était ça à l'époque. Aurélien, ta vision sur ce que dit Pierre, est-ce qu'on doit être conciliant par rapport au résultat de ces achats et le prix qui a été investi, ou justement, selon toi, c'est peut-être ce qui cause la perte du Barça aujourd'hui? Bah, conciliant, non, parce que même si ce genre de tarif est devenu presque monnaie courante, en fait, le vrai point de départ, c'est aussi qu'est-ce qu'ils ont foutu avec les 220 millions de Neymar. Tu vas pas me dire qu'avec 220 millions, même même dans la conjoncture actuelle, j'allais dire pré-Covid, mais même si on a un peu vu cet été que qu'on soit pré ou post-Covid, ça a pratiquement rien changé sur les transferts. Avec 220 millions, tu aurais pu largement préparer une véritable équipe d'avenir. Et non, t'as préféré les ruiner sur deux joueurs, dont un qui est toujours blessé et qu'il aurait fallu tout de suite, lui serrer la vis. Un qui, on ne sait pas s'il est heureux d'être là ou pas. Est-ce que, est-ce qu'il n'est pas un peu là gagnant par un concours de circonstances, des choses comme ça. Et après, en fait, c'est aussi, on voit que les bonnes affaires sont pas forcément des joueurs clinquants. Je pense par exemple à des gars qui fonctionnent bien actuellement, par exemple à Tottenham. Je pense au franco-danois Pierre-Emile Holberg. Je pense aussi à comment tu mettrais Pablo Longoria à la direction sportive de Barcelone. Mais le mec fait des ravages. Il aurait su. Déjà, il te laisse pas partir Lionel Messi libre sans pouvoir le remplacer numériquement derrière. Donc voilà. En fait, c'est surtout ça hein, là où où Barcelone s'est encore plus mis dans la panade. C'est vraiment ce cas de 220 millions où normalement avec 220 millions tu t'achètes. Quand t'es une équipe de milieu de tableau, tu t'achètes une équipe, mais quand t'es une équipe de de haut de tableau, tu peux t'acheter deux bons joueurs et au moins deux bons remplaçants ou deux ou trois pépites en devenir. Et en fait, t'as acheté deux fours retentissants pour le moment. Oui, et puis, le pire dans toute cette histoire, et ça va faire une transition parfaite, c'est que sous Bartomeu, tu as même caché tes dettes, tu as recruté presque en connaissance de cause, tu savais très bien que ça allait être problématique derrière, il fallait absolument que ça marche, et t'as joué, t'as perdu. Et effectivement, il y a aussi une question de gestion, selon moi. Par exemple, pour l'émission, j'ai voulu préparer l'organigramme du Barça. Alors, je vais vous expliquer. On a deux directeurs sportifs. Il y a un directeur sportif qui s'appelle Raphaël Yuste, qui semble être en fait le vice-président. Tu as Matteo Alemany qui est directeur du football. Tu as deux directeurs du scouting, dont Jordi Cruyff pour la partie internationale. Et Pierre l'avait souligné aussi en préparation. Tu as Patrick Kluivert qui a été recruté après son départ du PSG. Déjà, après ce qu'il a fait, comment tu peux le recruter? Et surtout, si lui est directeur de la Masia, il y a un directeur du centre de formation en la personne de Johan Soler. Pierre, un directeur du centre de formation, un directeur de la Masia, un directeur sportif, mais aussi un directeur football. Est-ce que, je vais être honnête, le Barça se fout pas un peu de la gueule du monde? Ouais, il y a probablement des emplois fictifs là-dedans, je pense. Enfin, moi déjà, après, je suis pas à 100% sur le dos du Barça et je me considère pas
comme faisant le travail d'un journaliste sportif, mais j'ai appris aujourd'hui que Patrick Kluivert était directeur de la Masia. C'est quelque chose que j'ai appris en lisant les notes. Après, je pense que peut-être que le fait qu'il y ait un poste de directeur sportif et le poste de directeur de football, c'est pas forcément en doublon, puisque le Barça étant un club omnisportif. Donc peut-être que justement le fait il faudrait que le directeur du football et le directeur sportif de la section football, tandis que le directeur sportif du sport s'occupe de toutes les sections. Donc on peut parler du Barça basketball et du Barça handball par exemple, qui fonctionnent a priori mieux que le Barça football aujourd'hui. C'est dire à quel point on s'enfonce, hein. Euh, non, c'est vrai que. Et surtout donner les clés de la Masia à la personne de Patrick Kluivert, c'est curieux, quoi. C'est particulier. Mais c'est surtout pourquoi tu prends pas un homme de la maison un peu plus que Kluivert, parce qu'il y a joué, mais il ne représente pas le Barça. On connaît aussi pour d'autres clubs, même en France, il y a eu Lille à la fin de sa carrière. C'est quand même très curieux, Aurélien, d'aller chercher Patrick Kluivert. Est-ce que justement, quand tu vois que l'OM a pris Pablo Longoria, que le PSG a fait une erreur de casting avec Antero Henrique, qui sont peut-être pas les candidats parfaits, mais il y avait possibilité d'aller chercher mieux, non? Ah bah en fait c'est presque tout sauf Patrick Kluivert quoi. Quand il est passé au PSG, c'était je pense que c'est l'un des plus gros emplois fictifs des 10 derniers, enfin en tout cas de l'RQSI au PSG. Patrick Kluivert, mais enfin c'est limite quand j'ai lu ça, j'ai fait mais à quoi il sert? Au PSG, il a rien servi. Après, c'est vrai que le directeur sportif, la direction sportive, c'est une véritable fonction. Tu le vois, tu le vois à Marseille, tu le vois à Séville. Quand les mecs sont rodés et savent quoi faire, c'est impressionnant. Tu vois aussi au Bayern, même si là je commence à avoir quelques doutes sur Salihamidzic, qui parce que bon, il a quand même ramené bon, tu me diras, j'allais dire Choupo-Moting, mais Choupo-Moting fait quand même des belles choses au Bayern. Je pense qu'il dépanne très bien, mais surtout Bounassar, bref. Mais là, qui a été capitaine. Je pense qu'on vit dans un monde terrible. Le Covid a vraiment eu des répercussions terribles. Mais voilà quoi. Enfin, je saurais pas comment expliquer. En fait, la maladie de Barcelone, c'est presque la théorie du chaos. C'est un petit événement plus un petit événement plus un petit événement où tu te retrouves dans une merde noire. Et enfin, Patrick Kluivert n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres. Bah, effectivement, c'est pas la seule casserole, parce que il y a eu aussi un employé du Barça au niveau de la direction sportive qui d'ailleurs est parti, qui est Eric Abidal. Il se dit que personne ne savait ce qu'il faisait. Il n'aurait pas recruté de joueurs. Ses idées paraissaient ubuesques. Pierre, ça fait quand même beaucoup de casseroles. Est-ce que pour remettre la machine Barça en marche, il faudrait pas faire le ménage? Est-ce que Laporta ne devrait pas en faire son premier objectif? Je pense que le combat pour assainir les finances du Barça, ça fait quelques temps qu'il l'a entamé, depuis qu'il a repris le club, notamment parce qu'il a réalisé des audits qui ont permis de voir que par exemple la dette financière avait été largement sous-évaluée, et que les coûts, par exemple pour les futurs projets du club, notamment la rénovation du Camp Nou, qui s'appelle le projet Espai Barça, c'est le cheval de bataille de de Laporta aujourd'hui, d'assainir les finances, parce que bon, évidemment c'est essentiel aujourd'hui.
l'aspect financier est presque devenu aussi important que l'aspect sportif pour des clubs professionnels. Donc évidemment, je pense qu'il va s'attaquer à ça. Après, c'est plus difficile de gérer l'organigramme quand on sait qu'il y a toutes les difficultés. Par exemple, quand on veut licencier un salarié d'un club, c'est extrêmement difficile parce que ça veut dire qu'il faut sortir des indemnités de licenciement, qu'il faut s'engager dans une procédure qui peut parfois durer des années. Donc c'est compliqué. Ensuite, après, je pense que certes, on peut voir ce problème d'avoir certains mecs qui sont dans l'organigramme dont on ne sait pas ce qu'ils font et ce à quoi ils servent. Après, je pense que c'est une pratique qui est plus ou moins répandue d'avoir d'anciens joueurs comme ça sur ce que les anglo-saxons appellent le payroll, de payer des mecs comme ça pour service rendu entre guillemets en leur offrant un poste plus ou moins fictif au sein du club. Mais c'est vrai que les voir aussi haut dans la pyramide, c'est curieux. Après, je pense que remettre le Barça sur rail après la gestion calamiteuse des années Bartomeu, qui a duré il me semble qu'il prend le club en 2015 et qu'il le rend en 2019, 2020. Ça fait 5 ans de gestion calamiteuse avec les transferts. Il est élu en 2015, mais il assure l'intérim en 2014. Ouais, voilà, donc c'est 5 ans, Il n'y a pas de que les gestion. transferts, hein. D'ailleurs, il avait... Oui, excuse-moi. Ouais, ouais, non, j'allais dire, il n'y a pas que les transferts, il y avait aussi, il avait missionné une société pour détruire la réputation de Laporta sur les réseaux sociaux, et pour cacher ça aux socios, comme ça dépassait les 400 000 euros, et que je crois que c'est toute facture ou toute dépense qui dépasse 200 000 euros doit être soumise au vote des socios. Il avait fait 4 factures de 100 000 euros comme ça pour cacher ses sombres dessins, quoi. Ah mais oui, il y a tout un tas de choses qui se sont passées sous la gestion de Bartomeu qu'on découvre petit à petit et dont on se rend compte qu'au final sa place elle serait plus en prison aujourd'hui que sur le siège de dirigeant d'un club de football professionnel. Mais je pense que ça va prendre plus. Pour l'instant un chantier essentiel de l'époque Laporta et c'est difficile à juger parce que ça se passe principalement derrière les rideaux. C'est quelque chose dont au final, même si le club est géré par ses supporters, enfin par ses abonnés, c'est quelque chose qui reste quand même assez obscur et très opaque. Et c'est un chantier qui prendra plusieurs saisons et qui sera probablement plus difficile à mener que le chantier sportif, à mon sens. Et justement, pour faire le lien, Laporta qui a dévoilé tous ces problèmes se retrouve un peu contraint. Financièrement, il est limité. C'est pour ça qu'il a annoncé vouloir s'appuyer sur la Masia, notamment pour retrouver l'ADN qu'on connaît au Barça. Le problème, messieurs, j'aimerais avoir votre avis. On va commencer avec Aurélien. Ça fait 5 ans, voire plus, que la Masia est un peu abandonnée, que des prospects du niveau de Messi, Xavi, Iniesta, et même un peu moins, pour pas exagérer, ça fait des années qu'on n'en a pas vu, quoi. Comment on peut penser utiliser sa formation déjà à moyen terme alors qu'elle n'est pas prête? Bah en fait ils ont quand même énormément de chance, c'est-à-dire que comment dire, des ténèbres surgit la lumière. T'as le petit Gavi, tu as Pedri, mine de rien, Mingueza et Araujo ont l'air d'être plus que de bons joueurs. Je crois que Carles Alenia est en prêt. T'as toujours l'inconnu Riqui Puig qui reste une inconnue, donc en fait mine de rien faut pas non plus se dire que il y a besoin de 11 bons joueurs de la Masia pour voir Barcelone recôtoyer les sommets. Il en a fallu 2. Ok, c'était deux exceptionnels en la personne de Xavi et Iniesta, mais on a tous vu l'Euro de Pedri, on a tous vu le Final Four de Gavi.
on sait que c'était la lumière viendra d'eux et viendra très 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 rapidement. De toute façon, hein, les gros clubs ont quand même cette capacité de résilience qui leur est propre. Il y a qu'à voir de l'autre côté des Alpes, en Italie, comment l'AC Milan arrive à être de mieux en mieux après avoir été vraiment... Enfin, pas au pire, mais presque aux portes de la deuxième partie de tableau. Ce qui, pour un club comme l'AC Milan, comme pour le FC Barcelone, est quelque chose de terrible. Oui, bah, là, ça frôle au Barça la 11e place. Effectivement, c'est des situations qui sont terribles, mais à la fois qu'on retrouve de plus en plus. Et chaque championnat a eu un cas un peu similaire. Même Leipzig, si je dis pas de bêtises, Aurélien, je parle sous ton contrôle, se retrouve dans le ventre mou avec Mönchengladbach. En France, on est habitué à ce que l'OM fasse une saison sur 5 dans le ventre mou parce qu'il se rate. En Angleterre, il y a tellement de grands clubs que ça arrive forcément. Ça devient malheureusement fréquent et j'ai l'impression que les clubs et le Barça notamment ne font pas de prévention là-dessus. Quand tu es au sommet, tu as du mal à te dire que tu vas retomber. C'est je pense que enfin quand tu es un club comme Barcelone, hein, je parle parce que par exemple nous quand Montpellier il fait champion de France, il sait très bien que sa place c'est pas premier du championnat de Ligue 1. Donc il essaye de prévoir pour les années à venir pour garder une stabilité et au moins rester dans la première partie de tableau. Barcelone pense toujours que et en fait quasiment tous les gros clubs pensent que rien que leur nom fera que des gros joueurs viendront. Je pense par exemple au cas Manchester United, qui est typiquement ça. C'est quand il était sorti du Big Four, finalement en fait les joueurs n'avaient aucun souci à venir parce que ça restait Manchester United et il y a ce côté de ils font appel à moi maintenant, c'est vrai qu'ils sont moins bien, mais je peux être le facteur X et les faire revenir là-haut et on me retiendra comme cela. Et d'ailleurs, tu avais une très bonne interview de Memphis Depay là-dessus, c'est que en fait, lui par exemple, il n'en a strictement rien à faire que le Barça soit à cette 8e place. Alors quand je dis il en a rien à faire, c'est que pour lui, il porte le maillot du Barça, il porte le maillot du grand FC Barcelone. Là, le FC Barcelone est 8e. Il fera tout, bien sûr, pour le remonter. Donc c'est dans ce sens où, quand je dis il en a rien à faire que le Barça soit 8e, c'est faux et c'est pas faux parce qu'il aime pas cette 8e place. Mais lui, il voit toujours le grand Barça, même à la 8e place. Donc l'histoire serait encore importante au niveau des joueurs. D'un côté ils ont réussi à la gagner cette histoire. Ils l'ont gagné des clubs l'ont gagné parfois à coup de millions, parfois grâce à une histoire particulière. Donc Barcelone, il y avait ce côté toujours cette bisbille avec le Real et surtout le régime franquiste. T'as l'AC Milan. T'as le passé récent aussi, à notre manière, qui joue énormément en leur faveur. Oui. Voilà, dans tous les cas, en fait, mine de rien, Barcelone restera le club de Messi. Et tu te dis, ok, Messi n'est plus là, mais j'aurais porté les mêmes couleurs que Messi. Pas à la même période, mais je fais partie de l'histoire du club. Pas à la même place que Messi, mais je fais partie de l'histoire du club. Et comme quoi, il y a des facteurs d'espoir entre les quelques pépites qui semblent arriver à point nommé et ces histoires de réputation et de fierté. Je pense qu'on peut finir sur ça, sur de beaux motifs d'espoir pour les Barcelonais, voire d'espérance pour les plus chrétiens d'entre eux.
On suivra l'évolution de ce dossier tout au long des prochains mois. Ce qu'il faut quand même retenir pour conclure, c'est que le Barça va mal, mais le Barça ne frôle pas les tréfonds, ne va pas aller en deuxième division, et il faut aussi relativiser. On peut rater une saison, on peut en rater deux et rebondir. C'est tout ce qu'on leur souhaite, et on verra en fin de saison. Peut-être qu'une bonne surprise en championnat peut arriver, voire peut-être en Coupe d'Europe. Messieurs, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon de la situation. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir pour cette première. C'est aussi votre première sélection dans la gonfle. Je vous invite à revenir quand vous voulez. Et une dernière fois, un grand merci à vous. Merci à toi aussi, Simon. Hein. Écoutez, merci monsieur le sélectionneur pour cette première cape. C'est un grand plaisir. International. C'est un grand plaisir. On se retrouve très vite avec Pierre aussi au niveau rugby. Le premier épisode ne va pas tarder. Et Aurélien, je sais qu'il y a un épisode préparé sur l'Italie qui devrait te plaire. Je t'invite déjà à revenir en parler. Ce sera avec grand plaisir de parler de la botte. C'est noté. Merci messieurs. Merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que cette première sera convenable et que s'en suivront d'autres encore meilleures et encore plus intéressantes. Et en attendant, profitez du sport, faites-en, regardez-en, et surtout, soyez heureux.